Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast Hypnose et compagnie où on est dans des conditions un petit peu particulières étant donné qu'avec Anna on est en Thaïlande. Donc aujourd'hui on va avoir un podcast sur le thème des séances publiques et des 10 astuces que vous allez pouvoir avoir pour les faciliter, les réussir. Okay. L'idée c'est que sur ce podcast il y aura un petit peu moins de montage, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop, s'il y a des E qui traînent ou quelques hésitations, ou des choses comme ça. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais que les séances publiques, ça peut faire un peu peur, mais j'aimerais juste que vous me laissiez l'opportunité de vous partager mon point de vue, parce que après 10 ans dans ce métier-là, c'est moi ce qui m'a vraiment permis de lancer mon activité, beaucoup plus qu'Internet ou tout ce qu'on veut. Alors, pourquoi sortir de ton cabinet est une excellente idée ? Déjà, dans un monde où tout le monde se bat pour avoir de la visibilité sur le web, à grands coups de pub, les séances publiques, ça t'offre une alternative que moi j'appelle de proximité. C'est ludique, c'est interactif, c'est un peu atypique, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui en font, mais c'est aussi une façon de montrer votre patte. Voilà, depuis 10 ans, je vous dis, moi, cette stratégie, elle m'a permis de vivre, elle m'a permis de vivre, on va dire, tranquillement de mon activité. Je vous aurais bien sorti, ouais, j'ai la liberté financière, tout ça, comme c'est le cas en ce moment sur Internet, où on les voit tous nous parler de ça. Non. On n'est pas dans de la liberté financière, on doit travailler. Mais c'est un vrai privilège, je pense, que de pouvoir vivre de cette activité, et uniquement de cette activité. Alors, moi, ce que j'adore dans les séances publiques, la première chose, c'est qu'on va créer du lien. Et rien ne remplace la rencontre et l'échange, la proximité, le contact. Les avis Google, c'est bien, mais ça n'a pas la même puissance, le même impact qu'une vraie interaction où les gens vont pouvoir te poser des questions et voir comment toi tu réagis et comment ça matche entre vous. Ça, c'est une première chose. Ensuite, tu vas montrer une forme d'expertise. En te présentant en public, tu envoies déjà un message fort qui est que apparemment tu maîtrises un petit peu ton sujet, sinon tu ne viendrais pas. Je dois vous confier que mon premier cabinet public, peut-être que j'en ferai un podcast si ça vous intéresse, mais mon premier cabinet public, c'était un samedi matin et j'étais terrorisé. Pourtant, il n'y avait que des gens que je connaissais à quelque chose près, mais j'étais terrorisé. J'ai dû voir X millions de cabinets publics de Kevin Finel, et puis j'ai surtout pas dormi de la nuit. Donc que vous soyez stressé, même si vous avez envie de montrer une expertise, c'est absolument normal. Ensuite, ce qu'il y a de bien avec le cabinet public, c'est que ça va générer un bouche à oreille naturel et beaucoup plus rapide. Si vous avez, 20, 30, 40 participants qui repartent chacun avec une ou deux cartes, ils vont pouvoir parler de vous, mais pas juste parler de vous en disant « Tiens, j'ai entendu parler d'eux ». Ils vont parler de vous en disant « Tiens, je l'ai vu bosser et j'ai bien aimé sa démarche ». C'est assez énorme, en fait, comme impact, et ça peut très vite faire boule de neige. Ce qui est aussi intéressant dans les cabinets publics, c'est que vous allez gagner assez rapidement en crédibilité et en confiance. Regardez, par exemple, certains hypnos de spectacle, hommes ou femmes, peu importe, ils attirent une forme d'attention vers eux, et les gens se disent « Waouh, ils sont trop forts », alors que nous, hypno, on sait que des ruptures de pattern faites à des gens super suggestibles, ok, facile. Et surtout, on leur accorde une forme de crédibilité dans leur technique, alors que finalement, en termes d'accompagnement, les hypnos de spectacle, pour la plupart, on ne va pas généraliser non plus, l'accompagnement, c'est pas leur métier. Alors que vous, si vous arrivez avec un cabinet public, que vous montrez 2-3 techniques, que vous montrez une technicité, que vous êtes capable de répondre aux questions, tout de suite, vous allez gagner en crédit. Et ça, par rapport à des gens qui font des publicités Google, des choses comme ça pour se faire connaître, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, dans cet exercice, il y a une forme de sortie de zone de confort. Ça va te pousser à progresser, ça va te pousser à construire des choses, ça va te pousser à réfléchir. C'est une super opportunité de rencontrer des gens, d'échanger, de partager, de te faire connaître. Maintenant, je vais te donner 10 astuces, en tout cas 10 conseils, si je peux me permettre, pour réussir tes séances publiques. Alors, la première des choses, quelque chose qui est hyper important, c'est de bien sélectionner ton lieu.
Il faut que tu privilégies un endroit chaleureux, convivial, où les participants peuvent boire un verre. Hein. Ça va favoriser les échanges, ça va mettre tout le monde à l'aise. Hein. C'est un moment de communication et de relation, donc ça doit être soigné. Un bon conseil, évite les bars qui n'ont pas de salle privatisée. Dans la formation, le cabinet public qu'on fait, c'est pas un bar avec une salle privatisée, c'est compliqué à gérer. Parce que les gens sont pas forcément là pour toi. Ils viennent là pour boire un coup, taper le carton, au pire se mettre une rince et foutre le bordel. Hein. Donc ça peut être un mauvais plan. Si tu veux travailler avec un bar, demande à ce qu'il y ait une salle à part. À titre perso, moi je bossais dans un bar qui s'appelait le Buddy's Bird, eux ils avaient une scène en dessous. C'était très bien. Il y avait 60 personnes, 70 personnes maximum. C'était très bien. Il avait du matos pour le son et tout. C'était génial. Par contre, je me suis mis dans des galères de ouf en ne faisant pas attention à ça. Hein. Donc, faites attention. Si vous bossez avec des bars, veillez à ce qu'il y ait une salle privatisée et soignez le lieu. Deuxième chose qui est hyper importante, c'est que vous allez devoir poser un cadre clair. Extrêmement clair, je dirais. Expliquez dès le départ ce que les participants peuvent attendre. Parce qu'il y en a qui vont se demander, bah tiens, c'est l'occasion de faire une thérapie en 2-2, j'y vais. Hein. Expliquez bien que c'est une séance publique, que c'est une démonstration, que c'est pas une séance complète, et que si ça peut aider quelqu'un là sur le coup, tant mieux, mais l'objectif, il est avant tout pédagogique. Ok ? Derrière pédagogique, il y a le fait de montrer ce que vous savez faire. Troisième tip, ce qui me semble important, c'est de commencer avec des proches. Hein, inviter des amis ou des connaissances qui invitent des amis qui invitent des connaissances. Ok ? On a tous un cercle proche et on va commencer à travailler avec ce cercle proche pour pouvoir l'élargir. À mon premier cabinet public, je pense que la moitié des gens, je les connaissais, facile. Et il y avait une personne sur deux que j'avais vue plus ou moins, mais qui était l'ami d'un pote, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est important. Demandez-leur aussi de s'inscrire à l'avance. Ouais, tenez une liste, c'est un boulot, mais tenez une liste. Dites-leur qu'ils sont inscrits ou inscrites. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est engageant pour eux, et puis prévoyez un petit SMS de rappel. Okay, c'est-à-dire de bien les faire venir. Mais vraiment, l'idée de commencer avec des proches, avec votre cercle proche, pour petit à petit l'élargir. Ça peut être intéressant aussi. Quatrième tips, prépare ton pré-talk et tes démos. L'idée, c'est vraiment que tu puisses avoir un pré-talk qui tienne la route. Alors, on est pour, on est contre le pré-talk. Il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien. C'est un faux débat. Moi, je pense que quand tu es dans un exercice de cabinet public, le plus tu vas préparer les choses et conditionner les gens avec un pré-talk solide, le plus tu vas avoir des sujets qui vont être capables de venir, avec qui tu vas pouvoir bosser. Hein, on a fait un article sur le pré-talk il n'y a pas longtemps. Moi, je vous invite à préparer un pré-talk vraiment. Alors, il y a la formation que l'on a fait, mais il y a les cabinets publics de Kevin où, lui, son pré-talk, c'est au cordeau, hein, ça découpe. Pense aussi à amener des phénomènes hypnotiques dans tes démos. C'est très important qu'il y ait des phénomènes hypnotiques parce que on a besoin d'un visuel. Ce qui nous amène au 5e point. Fais des choses simples, mais fais des choses visuelles. Visuelles dans le sens où les gens en face, ils vont pas avoir le ressenti de la personne. Hein, une démonstration comme une double lévitation de la main, ça capte davantage l'attention qu'un body scan. Hein, et pense bien que si tu prends soin de la personne qui est avec toi sur scène, okay, tu vas aussi agir pour le public. Vraiment, donne quelque chose de visuel. C'est extrêmement important que le public se dise « Waouh, il se passe quelque chose là ». 6e point, explique pendant tes démonstrations. Okay, parle au public pendant que tu montres ce que tu es en train de faire. D'accord ? Tu parles d'abord au public. Tu peux être à 200% avec ton sujet, c'est pas le problème. Mais il faut que tu les impliques et que tu leur permettes de comprendre, qu'ils se sentent impliqués. Hein, tu peux les questionner, tu peux leur demander ce qui se passe, tu peux ratifier leur réaction.
Interagis en permanence avec le public, ok, que ça soit pour dire madame, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous en pensez. Interagis avec la personne, avec le public, de telle façon à ce que ça les maintienne dans l'attention. 7e chose qui me semble extrêmement importante, c'est que tu dois accepter les imprévus. Si une démo ne fonctionne pas comme tu veux, détends-toi, ça va bien se passer. Fais une vanne, sors une anecdote amusante et passe à autre chose. Hein, c'est aussi dans ces moments-là, quand ça fonctionne pas trop, que les gens ils vont développer une confiance en toi. Parce que si tu gères la situation, que tu dis, bah voilà, cette personne-là, par exemple, elle est montée sur scène, on sait très bien que ça va pas fonctionner parce qu'elle a envie de vous prouver que ça fonctionne pas, ok, on fait le truc, ok, merci, au revoir, tu repars. Ça montre une certaine maîtrise. Hein. Donc, tu vas gérer toutes les situations et gérer les toutes avec une forme de recul. C'est pas grave. Dis-toi bien que de toute manière, au pire, si c'est pas bien passé, dans 2 jours, ils auront oublié. Hein. Et si ça se passe bien, très bien, ça va rester, au contraire. 8e chose qui me semble importante, c'est de privilégier des inductions qui sont simples et efficaces. Hein. Prépare un peu de inductions. Alors je sais, on doit s'adapter à la personne, on doit s'adapter à ci, on doit s'adapter à ça. Mais par exemple, une induction d'Hellman en cabinet public, ça fonctionne super bien. Les paupières collent, le corps qui se relâche, d'un point de vue visuel, c'est extrêmement intéressant. Donc cette induction d'Hellman, avec son visuel, il y a de l'impact et c'est intéressant. Hein. Donc vraiment, bosse tes inductions de telle façon à être calé dessus pour te permettre d'avoir du visuel et de l'impact. 9e chose qui me semble importante, en fonction du nombre de participants que tu vas pouvoir avoir, moi je pense qu'au-dessus de 40 participants, il te faut un petit peu de matos sono, même si on ne te demande pas de porter un DPA, tu vois, des gros micros, des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment important d'avoir un petit peu de son pour pouvoir bosser avec 40-50 personnes. Pourquoi ? Parce que des fois, tu vas vouloir parler à ton sujet, des fois, tu vas parler au public. Si tu commences à devoir brailler dans tous les sens, ça va casser une part de... pas de mystère, mais de l'ambiance. Je pense que c'est vraiment important d'être un peu équipé en termes de son. Hein. Si tu commences avec 10 personnes, et c'est déjà très très bien, tu n'auras pas besoin de mettre du son. Mais je pense très sincèrement qu'à partir d'une quarantaine, il te faut un petit peu de sono. Voilà. 10e chose qui me semble très très importante aussi, c'est de respecter un timing précis. Dépasse pas 1h15. Au-delà, les participants risquent de s'ennuyer, de se lasser, ils vont se sentir coincés, pas oser partir. Il suffit qu'il y en ait un qui se barre, puis il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui vont se barrer. Non, tu as ton timing, 1h15, boum. Et derrière, par contre, tu gardes du temps pour du question-réponse, boire un coup avec les gens, c'est important. Respecte un timing précis. 11e point qui me semble important, c'est de présenter une stratégie ou un protocole. Et opte pour une démonstration qui parle à tout le monde et qui reste accessible. Hein. Évite les choses un peu trop complexes, alambiquées. Non, t'es là pour rendre les choses accessibles, les expliquer. Par exemple, moi j'adore les négociations de parties. J'en fais beaucoup quand je fais des cabinets publics, parce que c'est visuel, c'est simple à comprendre, et on a tous, d'une certaine façon, une partie de nous où on se dit j'ai envie de changer, une partie qui n'a pas envie de changer. Okay. Ça, c'est super intéressant. Le recadrage en 6 points est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ok ? Donc, présente une stratégie ou un protocole, et si possible, rends-les assez visuels. 2e chose qui me semble importante, c'est de garder le lead et choisis tes sujets, un peu comme un hypno de spectacle. Okay ? Je t'invite à faire très attention aux participants qui insistent pour passer à tout prix. Des petites dames très motivées, des grands costauds, tout ce que tu veux. Non. C'est toi qui choisis les gens qui viennent sur scène. Ou alors, si quelqu'un insiste vraiment pour passer sur scène, méfie-toi et préviens que ça risque de pas forcément fonctionner parce qu'il y a une envie de trop bien faire, ou ainsi de suite. Okay ? Mais je pense vraiment qu'il faut que tu fasses attention à qui tu fais monter sur scène et que tu choisisses bien les gens. Okay ? Donc, prévois un petit pré-talk. Okay ? Un pré-talk bien carré, bien chiadé. Et ensuite, avec quelques tests, tu choisis les gens. Hein. Les doigts qui collent, ballon, et saut et ballon, bref, ce que tu veux, lourd léger, tout ce que tu veux, peu importe le test que tu vas faire. Mais
Comme ça, tu vas pouvoir demander aux gens les plus réceptifs de venir et tu expliques que tu sélectionnes les gens pour gagner du temps. Ça doit être compris dans ton pré-talk. Tu sélectionnes les gens pour gagner du temps parce qu'il y a des inductions qui peuvent prendre un petit peu de temps, des fois en fonction des personnes et tout ça, nanani, nanana. Donc, vu que tu es dans une démarche pédagogique, avant tout, c'est assez logique. 13e chose, prévois un temps pour les questions-réponses et soigne ta communication. À la fin, réserve un moment pour répondre aux questions. Parce qu'il y a toujours le... Est-ce qu'il y a des questions ? Ok, tu vas avoir 2-3 personnes, après tu peux avoir une série de questions qui arrivent, c'est cool. Et puis il y en a toujours 2, 3, 4, 5, 6 qui n'osent pas poser la question, qui viennent te voir à la fin, qui te tapent sur l'épaule. Ok, donc assure-toi que tout le monde reparte avec une carte de visite, un QR code, ce que tu veux, c'est crucial pour garder le lien, mais surtout, rends-toi disponible minimum 30 minutes, 1 heure après la fin, de telle façon à ce que tu continues ton opération de communication, de telle façon à ce que tu continues à démocratiser l'hypnose, à partager ce que tu aimes faire autour de l'hypnose, à expliquer ta façon de travailler. Ok ? Extrêmement important, tout le monde doit repartir avec un ou 2 supports de communication. J'en ai fini là. Pour conclure, j'ai dépassé le nombre de tips, mais ça c'est assez logique. Moi, je pense que l'hypnose, c'est avant tout une question de relation humaine. Et ce qui décidera les gens à te contacter, c'est ta personnalité. C'est qui tu es, ta capacité à rebondir. Est-ce que tu as une approche très spirituelle de l'hypnose ? Est-ce que tu as une approche plutôt très pragmatique ? On a des goûts différents par rapport à ça et c'est pas un problème. Mais au moins, les gens vont voir comment tu as envie de travailler. Et ils vont voir quelle valeur tu véhicules. Okay ? Ce qui va se passer aussi, qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que tu vas pouvoir communiquer de façon authentique et du coup, les gens qui n'ont pas envie de bosser avec toi parce que tu es trop spirituel ou trop pragmatique, ils ne viendront pas te voir. Et c'est très bien aussi, tu vas gagner du temps. Plus ton discours est sérieux et cadré, plus on te fera confiance. Okay ? Et si tu veux aller encore plus loin et apprendre à maîtriser l'art des séances publiques, on te mettra un lien en description pour que tu puisses découvrir notre formation. On va te guider étape par étape pour te montrer comment tu peux construire tes séances publiques. Dans l'idée, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, partager, discuter autour du sujet des séances publiques. Je pense que c'est vraiment une alternative extrêmement intéressante à la jungle qui est devenue Internet. Je vous souhaite à tous et à toutes de bons moments. Amusez-vous bien. À très bientôt. Salut!